Cours de physique-chimie de première spécialité basé sur le livre des éditions, le livre scolaire. Alors, la masse molaire. Qu'est-ce que la masse molaire et qu'est-ce que la notion de mol? Alors, la mol, c'est, pour reprendre quelque chose, pour commencer par quelque chose de très simple, la mol, c'est une quantité qui permet de mesurer les entités microscopiques que sont des atomes, des molécules, des ions, etc. Alors, en fait, on va compter les entités chimiques par paquet de 602 10 exposant 23, qui est écrit là. On va écrire ici 602. Alors ici, 3 petits points, c'est une valeur arrondie. 10 exposant 23. Alors, c'est 602 10 exposant 23, c'est marqué ici par mol, parce qu'en fait, c'est par exemple, on connaît la douzaine 2, c'est 12 E par douzaine, et bien, une mol 2, ça serait 602 10 exposant 23 E par mol. On peut compter tout ce qu'on veut en mol, mais bien sûr, ça sert à compter les espèces chimiques. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les chimistes s'embêtent à compter les espèces chimiques par quantité de 602 10 exposant 23? Eh bien c'est parce qu'ils sont un petit peu flemmards, ou du moins ils essayent d'optimiser les données qu'ils ont à mémoriser. Et il se trouve que quand on prend 602 10 exposant 23 nucléons, alors que ce soit des protons ou des neutrons, eh bien on va tomber sur 1 gramme. Donc, nucléon pèse 1 gramme, a une masse de 1 gramme. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que, du coup, comme dans le tableau périodique, on va pouvoir trouver des informations sur finalement le numéro atomique et puis aussi les espèces. Alors, on ne va pas prendre le chlore parce que lui, il est un petit peu plus compliqué, on en parlera après. Mais prenons par exemple le carbone. Dans le tableau périodique, le carbone apparaît avec Z égale 6 et on a ici un nombre de masse qui est égal à 12. Alors 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 12 nucléons, dont 6 protons. Donc 6 protons. Donc 12 moins 6 égale 6 neutrons, pardon. Et donc voilà. Donc dans le tableau périodique, on a cette donnée, on a que le carbone a le plus souvent 12 nucléons. Alors, il y a certains carbones qui n'ont pas 12 nucléons, et on va pouvoir trouver par exemple celui qu'on appelle le carbone 14. Mais le carbone 14 est très très rare, il n'y en a presque pas dans la nature, c'est celui-ci qu'on voit majoritairement. Donc en fait, le carbone a en moyenne, le plus souvent, 12 nucléons. Et bien 12 nucléons, comme il a 12 nucléons, et bien du coup, si je prends 602 10 exposant 23 nucléons, et ben ça va peser 12 grammes. Et la masse d'une mole de carbone va être de 12 grammes. Et du coup, c'est un nombre assez facile à retenir puisque ça correspond à peu près à 12 nucléons. En fait, la masse molaire, la masse d'une mole d'espèce chimique, donc qui est la masse d'une mole d'entité chimique, atome, ion ou molécule identique, elle est notée M et A pour unité de gramme par mol, et bien cette valeur M va être proche du nombre de nucléons de l'espèce chimique en question, et ce nombre de nucléons, on va pouvoir le trouver souvent dans le tableau périodique. Et pour les atomes simples, on a souvent un nombre de nucléons qui est le double du nombre de protons. Après, ça se complexifie quand on va dans les atomes qui sont les plus avancés dans la classification périodique. Alors la masse molaire, du coup, comme chaque élément chimique naturel ou artificiel possède une masse molaire moyenne disponible dans le tableau périodique, en fait cette valeur est calculée à partir de la masse et de la répartition des isotopes de cet élément. Les isotopes, c'est comme on a dit tout à l'heure ici, il y a du carbone 12, mais il y a aussi du carbone 14. Alors si le carbone 14 est en quantité négligeable, eh ben, du coup on peut avoir la masse molaire qui est autour de 12 grammes.
Mais ce n'est pas le cas pour tous les atomes. Le chlore, par exemple, il est présent majoritairement sous deux formes isotopiques, le chlore 35, il y en a à peu près les 3/4, et du chlore 37, il y en a à peu près 1/4. Alors, si on prend du chlore, par exemple, qui est dans du sel, c'est du chlorure de sodium, il y a plein d'atomes de chlore dedans, et bien sur tous ces atomes de chlore, il y en a 3/4 de chlore 35 et 1/4 de chlore 37. Alors, quelle est la masse molaire? Ben, on fait simplement un calcul de pourcentage, c'est-à-dire qu'on va avoir 75,8% de 35 grammes par mol, puisque c'est du chlore 35, et 24,2% de fois 37, puisque c'est du chlore 37 qu'il y a ici. Et quand on développe ce calcul, on trouve 35,5, ce qui permet d'expliquer que certaines masses molaires sont finalement des nombres décimaux qui ne sont pas du tout proches qui ne sont pas proches du nombre de nucléons, ou du moins le nombre de nucléons qu'on rencontre dans la nature peut être très varié. Alors, comment se calcule-t-elle? Eh bien, elle se calcule à partir détermine à partir des différents éléments qui la composent. Alors, quand on a une espèce chimique monoatomique, la masse molaire, c'est directement celle qui est indiquée, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour des espèces chimiques moléculaires, eh bien, dans ce cas, il faut prendre en compte la constitution de toute la molécule. Alors premier exemple. On veut connaître l'aluminium. On regarde sur le tableau périodique, c'est marqué 27,0 g par mol. Voilà, c'est indiqué. Il y a juste à savoir lire cette information dans le tableau périodique. Par contre, je veux connaître la masse d'une mol de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de 6,02 10 exposant 23 molécules de dioxyde de carbone. Eh bien, la masse molaire de CO2, ça va être, en fait, si on a une mol de carbone, ça va être la masse d'une mol de carbone et 2 fois la masse d'une mol d'oxygène, parce qu'à chaque fois, il y a 2 atomes d'oxygène qui sont reliés au carbone. Ce qui fait que ça fait, donc la masse molaire du carbone, c'est 12,0, qu'on lit dans le tableau périodique aussi, plus 2 fois 16, qui est la masse molaire de l'oxygène qu'on lit dans le tableau périodique. On développe ce calcul et on trouve 44,0 g par mol. Si on a un ion, la masse molaire de l'ion, par exemple, sodium, Na+, c'est approximativement égal, et en fait, dans la pratique, on ne fera jamais de différence à la masse molaire de l'atome correspondant. En fait, en gros, on n'est pas à un électron près. Les électrons sont de masse négligeable par rapport au noyau. Donc, même si on a un ion, qu'on a perdu ou pas des électrons, on prendra la masse molaire de l'atome correspondant et on le lit encore dans le tableau périodique. Si j'ai ici un ion polyatomique, je vais considérer la masse molaire de l'atome, de l'assemblage d'atomes correspondants. Ici, on aurait un soufre, 4 atomes d'oxygène, donc ça fait la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On trouve ces valeurs ici et ici dans le tableau périodique. Le 4 a été déduit du 4 qui est là, bien sûr, et on trouve, en développant le calcul, 96,1 g par mol. Alors, sur la façon de noter, oui, il est indiqué ici que cette masse molaire, des fois on va la trouver écrite grand M, quand il n'y a pas de doute. Parfois on va écrire par exemple la masse molaire de l'aluminium, on indique comme ça. Ou alors, si c'est un peu lourd comme écriture, on va pouvoir trouver masse molaire de l'aluminium. Il n'y a pas vraiment d'écriture normalisée, mais il faut faire attention à bien se faire comprendre. Et surtout, attention à la rigueur de l'écriture, comme c'est indiqué ici. Il ne faut pas écrire de petit m, parce que le petit m, on va le conserver pour la masse, et le grand M pour la masse molaire. Voilà. Alors, continuons. Comment est-ce qu'on détermine la quantité, une quantité de matière? Comment est-ce qu'on la mesure? Comment est-ce qu'on dit, par exemple, je veux 2,8 mol de fer? Alors, en fait, on peut déterminer, ou alors l'inverse plutôt, on a une certaine masse de fer, et puis on veut savoir combien ça fait de mol. Eh bien, on a besoin de savoir ça pour pouvoir décrire un système chimique et expliquer son évolution. C'est-à-dire qu'au début, en gros,
ça sert à rien de savoir, enfin, non, ça sert à rien. C'est insuffisant comme connaissance de savoir quelle masse de l'un et quelle masse de l'autre on a, parce que quand on a des réactions chimiques du genre C plus O2 qui donne CO2, ben, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien j'avais de carbone, combien j'avais d'oxygène, et avec tout ça, combien je vais pouvoir faire de molécules de dioxyde de carbone. Donc tout ça étant compté bien sûr en nombre de moles par rapport à ce qu'on a dit avant. Alors, comment est-ce qu'on détermine une quantité de matière? Eh bien, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors ici, entre parenthèses, X, c'est que c'est, X, c'est l'entité chimique X, alors ça peut être l'aluminium, le carbone, peu importe. Alors cette formule ici, on peut aussi la retenir sous une autre forme qui, je pense, c'est peut-être un petit peu mieux, c'est la définition de la masse molaire. Alors quand on réfléchit bien à ce que veut dire masse molaire, c'est la masse d'une mole de. Donc au niveau des définitions, c'est des grammes, des unités, c'est des grammes par mol. Alors, pour obtenir une masse molaire en grammes par mol, qu'est-ce qu'on doit faire comme opération? On a une masse qu'on divise par une quantité de matière. Voilà donc la définition de la masse molaire, c'est la masse divisée par la quantité de matière, et une petite manipulation permet de retrouver cette définition. Et donc la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. On voit au niveau des unités qu'on va diviser des grammes par des grammes par mol. Donc en simplifiant les grammes, on voit qu'on a des 1 sur mol moins 1, c'est-à-dire des mols, c'est-à-dire une quantité de matière. À partir du volume maintenant, quand on a un corps pur liquide, en fait on va utiliser la même formule que précédemment, sauf qu'on va utiliser la formule de la masse volumique qui est normalement bien connue. Donc la masse volumique, c'est quoi? C'est la masse d'un certain volume de. Alors par exemple, si c'est la masse... alors oui, ici, il y a toujours des X entre parenthèses pour préciser de quoi on parle. Par exemple, la masse volumique de l'eau, on peut l'écrire en indice, c'est la masse de l'eau divisée par le volume de l'eau. Et celle-ci, elle est connue, c'est par exemple 1000 kg par mètre cube. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la quantité de matière d'un liquide quand on en connaît le volume, d'un corps pur liquide? Eh bien, dans ce cas-là, il faut déjà calculer la masse avec cette formule, puisqu'en fait, finalement, la masse, c'est la masse volumique que multiplie le volume. Au niveau des unités, je vois bien qu'on fait des kilogrammes par mètre cube qu'on multiplie par des mètres cubes, et qui vont bien donner des kilogrammes. Alors là, c'est en utilisant les unités du système international. On pourra avoir certaines masses volumiques qui sont données par exemple en grammes par litre. Et bien dans ce cas-là, en le multipliant bien par un volume en litres, je vais obtenir une masse en grammes. Voilà, donc toujours être cohérent avec les unités. On a les unités du système international, c'est celles-ci. Et puis, selon les problèmes, on peut avoir des unités plus adaptées qui sont celles-ci. Voilà, donc tout simplement, une fois qu'on remplace la masse par la masse volumique fois le volume, on obtient cette formule. Cette formule n'est pas vraiment à apprendre par cœur, elle est simplement déduite de celle-ci, à condition d'inclure la définition de la masse volumique, et donc la masse est égale à la masse volumique fois le volume. À partir d'un corps pur gazeux maintenant. Alors, il se trouve que tous les gaz, si on prend, tous les gaz, en fait, on sait que c'est constitué de molécules qui sont très très loin les unes des autres et qui sont agitées. Eh bien, en fait, l'état du gaz ne dépend que de la température et de la pression, c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit, si je prends quelque chose qui est gazeux, par exemple de la vapeur d'eau, donc ça serait des molécules d'eau, H2O, voilà. Alors, je dessine les petites molécules d'eau comme ça. Eh bien, si je me mets à 0 degré, si je me mets à 20 degrés Celsius, eh bien, il faut 24 litres, il y aura un volume de 24 litres, si on est ici à 20 degrés Celsius, pour tenir cette mole de molécules d'eau. Et si jamais ce n'est pas des molécules d'eau, c'est par exemple le gaz hélium. Le gaz hélium, c'est juste un atome. On pourrait penser qu'il prend moins de place, mais en fait, c'est négligeable. Quel que soit le gaz, on a une constante qui s'appelle le volume molaire, c'est-à-dire qu'une mole de gaz, de n'importe quel gaz, considéré parfait, parce qu'il y a toujours des exceptions à cette règle, mais en première, on restera dans les cas généraux, et le volume molaire, ça signifie que n'importe quel gaz occupe un volume de 24,0 litres pour une mole, donc par mole, ou plutôt
ou plutôt mol moins 1 litre. Mol moins 1, ça veut dire 24 litres par mol. Alors, si par exemple on a, je sais pas, si par exemple on a 12 litres d'un gaz, on sait qu'il y en a 0,5 mol. Et puis sinon, on applique la formule avec donc la quantité de matière. Toujours pareil, c'est comme en haut, comme pour la masse molaire. Peut-être il vaut mieux retenir cette formule sous cette forme. Qu'est-ce que c'est qu'un volume molaire? Eh bien, c'est le volume divisé par une quantité de matière, c'est le volume par mol. Donc ici, c'est des litres par mol. Là, c'est des mols. Ça, c'est des litres. Et si je veux obtenir une quantité de matière, eh bien, par une manipulation de cette formule, le N passe en haut ici, le Vn passe en bas, eh bien, on a le volume divisé par le volume molaire. Et on retrouve cette formule qui est directement liée à la formule de définition du volume molaire. Voilà. Alors, prenons par exemple, donner la composition, pour appliquer un petit peu ce qu'on vient de voir, donner la composition d'un système chimique de 3,5 g de sel et de 4,2 g de fer. Et bien dans ce cas, alors, la quantité de matière de sel, ça serait la masse de sel divisée par la masse molaire de chlorure de sodium. Alors il faut aller chercher dans le tableau périodique, trouver la masse molaire du sodium, trouver la masse molaire du chlore, ajouter les deux, on trouve 58,5. Donc 3,5 g divisé par 58,5, ça va nous faire 6, 10-2 mol. Et ça, c'est un ordre de grandeur très courant. Alors, on pourrait d'ailleurs écrire ce résultat sous cette forme-là, 60 millimoles. Voilà, donc ça c'est tout à fait un ordre de grandeur courant pour des réactions chimiques qu'on exploite, c'est de l'ordre de la millimole, de 10-2, 10-3 mol. Et donc 4,2 g de fer, on a 4,2 g divisé par 55,9. Ce 55,9, encore une fois, on le trouve sur le tableau périodique et on trouve 7,5 fois 10-2 mol. On a ainsi donné la constitution chimique de ce petit système.